Bonjour professeur Marco. Bonjour Marie. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Martretot-Lausanne. Pour mieux vous situer, il faut savoir que vous avez été le grand pionnier de l'angioplastie coronaire en France, que vous avez créé le plus gros centre de cardiologie interventionnelle d'Europe et que vous avez créé l'EuroPCR, le plus gros congrès mondial de cardiologie interventionnelle. Donc vous inspirez une forte admiration internationale et vos préceptes sont toujours cités par des très grands noms de la cardiologie, pas plus tard qu'hier au French PMVR par le professeur Vahagnan. Donc l'objectif fondamental de cet entretien, c'est de comprendre et de s'approprier ce qui a animé et structuré un tel personnage pour essayer de vous copier. Et pour cela, nous allons d'abord parcourir un petit peu votre histoire, votre carrière, puis aborder la vision Jean Marco, et puis parler un petit peu pédagogie, et finir par une question plus personnelle. Est-ce que vous pouvez d'abord, s'il vous plaît, nous expliquer rapidement les moments déterminants de votre carrière qui ont conditionné ces différentes orientations, s'il vous plaît? Alors Louis-Marie, d'abord, vous m'honorez d'être ici, mais c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de transmettre quelques messages qui peuvent servir à l'ensemble de la communauté. Alors les moments clés de ma carrière, premièrement, 1971, Mason Sons, qui est celui qui a inventé la coronarographie, vient en France et fait une présentation sur 10 000 coronarographies. Un moment où cet examen était considéré comme étant très agressif, inutile, et était suivi d'une mortalité assez élevée. Et pour moi, ça a été le déclic, et mon patron a obtenu une bourse pour que j'aille passer un certain temps pour apprendre la coronarographie à Cleveland dans le service de Mason Sons. Et là, Mason Sons m'a appris une méthode. Quand on fait une coronarographie, où voulons-nous aller? Qu'est-ce que l'on cherche? Et se focaliser sur ce que l'on cherche. Et deuxièmement, m'a appris l'efficience, c'est-à-dire la façon d'utiliser, d'optimiser le matériel, les locaux, les lieux, de façon à avoir un rendement fabuleux. Et là, pour moi, ça a été des étoiles dans ma tête en fin d'internat. Et j'ai dit, c'est la direction qu'il faut prendre. La deuxième étape a été ma première rencontre avec Andreas Grundzig en 1976 et en même temps Richard Meiler de San Francisco. Et devant le poster que présentait Andreas Grundzig, j'ai été frappé par sa vision. Il expliquait où il voulait aller, comment atteindre son objectif et les axes de travail en individualisant déjà, alors que c'était l'étape des chiens, quels étaient les problèmes, la dissection, le risque de thrombose et peut-être la résténose. Cela a été suivi par de très nombreux entretiens avec Andreas Grundzig, qui est devenu, de même que Richard Meiler, mes mentors et qui sont devenus mes mentors et des amis, et qui m'ont expliqué qu'il fallait avoir une vision claire, où veut-on aller, avoir une vision claire sur les axes de travail, et surtout de passer du temps à échanger entre pairs les succès, mais surtout les échecs, afin de comprendre, d'avancer, d'acquérir des aptitudes, et ceci avec une grande éthique et grande prudence dans la transmission d'informations. Et la troisième étape, la date clé, c'est en 1987, lorsque j'ai compris que je ne pouvais pas réaliser ma vision, mon rêve, dans les hôpitaux, dans le centre hospitalier universitaire, et j'ai décidé de créer un centre en privé, grâce à l'accueil de la clinique Pasteur à Toulouse. Et enfin, 1989, le premier cours international d'angioplastie coronaire. Très bien. Merci, ça nous refait un historique de comment vous avez construit petit à petit ce que je vais appeler la vision Jean Marco.
Et ça va être la deuxième partie de cet entretien. Déjà, vous nous rappelez un prérequis important qui est nous sommes capables de construire le meilleur et qu'il faut s'autoriser à rêver des choses ambitieuses. Et ensuite, votre méthode part de l'obsession de l'objectif fondamental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de raisonner comme ça? Alors, premièrement, nous sommes capables de construire le mieux. Chacun d'entre nous, nous avons terminé les études médicales, notre cycle de formation. Nous devons être persuadés que nous avons les capacités de faire ce qu'il y a de mieux. Mais cela passe par définir son ambition et commencer par la fin en tête. Où voulons-nous aller? Que voulons-nous faire? Commencer par la fin. Une vision, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'en donne une définition qui m'est très personnelle. Une vision, c'est un rêve que des hommes peuvent réaliser. Et il faut avoir un rêve, il faut rêver. Si on ne rêve pas, la vie est triste. Et donc il faut rêver ce que l'on voudrait réaliser, persuadé que nous sommes capables de le réaliser. Ensuite, il faut définir ce que l'on doit faire. Alors ça passe d'abord par clairement définir l'objectif fondamental, quoi que l'on fasse. Commencer par là. Quel résultat je souhaite atteindre? Quel est mon objectif fondamental? Et on construit à partir de là. Et on définit ensuite les moyens. Très bien. Et on affichera à l'écran une trame construite à partir de vos explications. Et à titre personnel, cette méthode a complètement changé ma façon de réfléchir, de travailler, de monter un projet. Et c'est effectivement un énorme gain en pertinence et en efficacité. Donc merci beaucoup. J'aimerais vous poser quelques questions un peu flash dans l'ENC, comme des concepts engagement et détermination, travail d'équipe, attirer et retenir les meilleurs, l'analyse critique et l'évaluation systématique des actions. Et j'aimerais vous laisser réagir maintenant à plusieurs mots que vous utilisez souvent, comme solide éthique de travail. Pourquoi vous mettez autant l'accent sur cette notion de solide éthique de travail? Alors, d'abord, on commence donc par la vision, où voulons-nous aller, et l'ambition. Par exemple, nous, avec Jean Fajadé, qui était mon chef clinique, nous avions le rêve de construire à la fois le premier centre de cardiologie dédié aux interventions percutanées des maladies cardiovasculaires et également de construire le meilleur centre, meilleur congrès ou cours, on appelait ça cours d'enseignement post-universitaire dans le domaine particulier des interventions coronaires, meilleur cours en Europe. C'était notre ambition, nos deux ambitions. Ensuite, quels moyens, quelle méthode et quels moyens, comment arriver? Et là, il faut définir les 2-3 méthodes pour arriver, et quels moyens nous avons besoin pour arriver à ces ambitions, à construire ce projet. Et là, ça passe par une vision claire sur les axes de travail. Mais d'abord, il faut, de l'énergie. Qu'est-ce qu'un leader? C'est entraîner. Quelqu'un qui entraîne des gens vers une vision, vers un projet. Donc de l'énergie pour entraîner les gens vers ce projet. De la constance, rester là, malgré les difficultés, c'est pas toujours facile. Alors l'éthique, je crois que c'est fondamental. Il faut vraiment, au quotidien, travailler avec fortement l'éthique dans tout ce que l'on fait. Dans la médecine, c'est pour notre patient. Est-ce que ce que l'on fait est le mieux pour notre patient? Et l'éthique et la prudence dans la transmission des informations lorsqu'on passe à l'enseignement, de façon à faire profiter des collègues de nos expériences, à la fois les bonnes expériences, mais surtout les causes des échecs. Et je vois que ça c'est fondamental, l'éthique et la prudence dans la transmission des informations. C'est ce que m'a appris notamment Andras Granzik et Richard Meiler.
On retient votre intérêt votre intention de ne pas dissimuler les échecs, les difficultés, les complications. Et c'est ce même état d'esprit hérité aussi d'Andreas Grönding. Et c'est le fait de ne pas dissimuler tous ces obstacles qui vous a permis une telle progression. Il y a une autre phrase de vous sur laquelle j'aimerais revenir, c'est « la chance, ça se crée ». Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ceci? Alors, dans les axes de travail, avant d'aborder votre question, le travail d'équipe aussi. Je crois que c'est fondamental, savoir que 1 plus 1 doit être supérieur à 3. Ensemble, nous faisons mieux que seuls. Et dans ce qui concerne le domaine des maladies cardiovasculaires, qui était notre domaine de prédilection, ce que m'a appris Andreas Grönding également, c'est qu'il fallait travailler main dans la main avec les chirurgiens cardiaques et les radiologues, de façon à avoir une imagerie optimale et d'avoir une prise de décision vraiment dans l'intérêt du patient avec les chirurgiens cardiaques. Ensemble, nous faisons mieux. Mais également en équipe. Le nombre de fois où j'ai appelé Jean Fajadé, dans l'infirmière, est-ce que vous pouvez appeler Jean Fajadé, voir qu'il vienne en salle, voir ce qu'il en pense? Et Jean Fajadé, je termine une consultation, j'arrive. Ou l'inverse, Jean Fajadé, qui disait à l'infirmière, est-ce que vous pouvez appeler Jean Marco pour qu'il vienne en salle et voir? Et nous discutions la meilleure option pour résoudre un problème. Ça, c'est le travail d'équipe, je crois que c'est fondamental dans ce que l'on fait. C'est fondamental. Ensuite, votre question c'était? C'est sur la chance, ça se crée. La chance, ça se crée. C'est lié à ce que je viens de dire. Je ne crois pas que la chance tombe comme ça. Si on a une volonté d'aller vers un objectif clairement défini, fondamental, clairement défini, et son ambition. 2, on travaille sur les méthodes et les axes de travail pour atteindre cet objectif. Il y a des obstacles, on trouvera la solution pour les obstacles, et ce n'est pas une chance. C'est pas une chance, on trouvera. Je crois qu'il faut trouver les moyens de contourner les obstacles pour atteindre un objectif, et ce n'est pas de la chance. Ça ne se fait pas par chance. Bien sûr, il peut y avoir des petits moments privilégiés. À un moment donné, effectivement, j'ai eu la chance de passer un moment en 1976 devant un poster où il n'y avait personne pour le regarder et de faire connaissance avec Andreas Grönding. Ça a été une chance, mais en même temps, il y avait une attractivité, il y avait quelque chose. Puis vous avez fait le voyage pour aller devant ce poster. Le voyage pour aller là, d'aller voir les posters, ce qui était un poster, et un poster sur une expérimentation sur le chien. Je crois que ce n'est pas la chance, ça se crée la chance. Voilà. Et alors, il y a un mot que je ne vous ai pas entendu utiliser, mais c'est le mot radicalité. Et est-ce que vous pensez que c'est un ingrédient nécessaire dans la méthode, dans votre façon de travailler, dans les décisions que vous prenez, et dans les moyens importants que vous mettez pour atteindre vos objectifs? Je trouve qu'il y a une certaine forme de radicalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot? Je ne crois pas que ce soit la radicalité. Je crois qu'il faut définir où on veut aller. Par exemple, dans un service de médecine ou dans la pratique médicale, on veut proposer ce qu'il y a de mieux et ce qui est le plus adapté pour un patient particulier, sur la base d'une réflexion sur les connaissances et sur les expériences. Ça, c'est un objectif. Il faut savoir fédérer, rassembler autour de cet objectif, sans dévier de cet objectif. Il faut obtenir un consensus sur l'objectif à atteindre, rassembler, fédérer autour de ce consensus, mais ne pas en dévier. Alors je ne sais pas si ça s'appelle radicalité, je ne crois pas. C'est de fédérer autour d'un but à atteindre. Okay. Il y en est de même pour l'éducation.
pour l'enseignement, on va y venir. C'est une excellente transition pour le point de la pédagogie. Donc, un des énormes succès de votre congrès PCR, c'est le génie pédagogique. Pourquoi la pédagogie vous a-t-elle tant passionné depuis le début? Alors, initialement, j'ai fait une carrière hospitalo-universitaire. Je voulais faire une carrière hospitalo-universitaire parce que j'étais passionné par l'enseignement. Bon, je crois que ça, c'est quelque chose de... J'avais la passion de l'enseignement. Lorsque nous avons décidé de créer le cours d'angioplastie coronaire, nous avons également défini l'objectif fondamental qui était d'aider les professionnels de santé qui voulaient aller dans cette direction à réussir dans leur entreprise et de proposer ce qu'il y avait de mieux pour chaque patient. Ça, c'était l'objectif fondamental. Comment atteindre cet objectif? Les moyens. Et ces moyens ont été définis sur les bases, non pas de la pédagogie, mais de l'andragogie, c'est-à-dire l'éducation des adultes. Et il fallait que ce soit basé sur la résolution de problèmes et non pas sur l'accumulation de connaissances. Résolution des problèmes, prendre en considération l'expérience de chacun de façon à construire ensemble des messages par de l'interactivité et faire en sorte que ce que l'on montrait ou que l'on expliquait pouvait être utilisé très rapidement dans tous les centres, en prenant en considération les contraintes locales de chaque intervenant, de chaque participant. Voilà la méthode de travail que l'on a définie. Mais également, très vite, ceci a eu du succès, ça a été adopté parce que ce sont les bases de l'éducation des adultes, mais également, ce qui est très important, tout de suite, et de façon systématique, de mettre en place un système d'évaluation critique de toutes nos actions dans la recherche d'une amélioration. Autrement dit, basé sur la philosophie suivante, l'évaluation doit être considérée comme un mode de pensée philosophique pour atteindre la qualité ou l'excellence, dans la recherche de l'excellence, et non pas une contrainte. Et je crois que ça a été les bases du succès de cette entreprise de cours. Nous sommes partis avec des difficultés pour trouver des locaux adaptés à Toulouse. Et nous sommes partis sur des locaux de 400 personnes pour la première fois, pour progressivement, en mettant en place des processus d'amélioration toujours adaptés à l'éducation des adultes, au principe d'éducation des adultes, et basés sur l'évaluation critique, nous sommes arrivés à plus de 10 000 personnes, 12 000 personnes. Et puis à le diffuser dans le monde entier avec Golf PCR, Africa PCR, Asia PCR, London PCR Valve, etc. Et enfin, j'ai l'impression que c'est le sommet de la pyramide que vous avez réussi à faire aussi, c'est former les formateurs. Et Nicolas Dumontel me racontait tout à l'heure la cellule Vital que vous avez créée et il me disait que ça avait complètement changé sa façon de faire de la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Vital? Alors Vital, qu'est-ce que ça veut dire? Vital, c'est en anglais Visionary Transformative Adult Learning. Alors Transformative Adult Learning, c'est un concept qui a été développé notamment par un psychologue à New York de la Columbia University qui s'appelle Mezierov, avec différentes étapes. Ces étapes commencent par quel est le problème, quels sont les dilemmes, quels sont les conflits de compréhension. Ensuite, passer à quelles sont les possibles actions, et ça passe obligatoirement par une formation. Et qu'effectivement,
on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, c'est-à-dire que les enseignants qui prenaient en charge, ou les éducateurs qui prenaient en charge la formation médicale post-universitaire, n'avaient pas la formation pour s'adapter à ce concept de transformative adult learning. Et donc, grâce au soutien de Europa Organisation et avec l'aide de coachs, nous avons mis en place des véritables séminaires de formation sur comment former des formateurs. Et je crois que c'est une des raisons du succès de toute la famille PCR. On va conclure avec la dernière question, plus personnelle. On finit nos entretiens traditionnellement par cette question. Parce qu'en fait, ça habite des milliers de personnes d'entre nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément dans le domaine médical. C'est la question de la répartition temps familial, temps professionnel. Est-ce que vous avez des astuces que vous avez trouvées au cours de votre carrière qui vous a permis de trouver un équilibre correct entre ces deux vies très prenantes ou alors est-ce que vous avez eu au contraire des erreurs que vous avez faites et que vous ne referiez pas, que vous déconseillerez? Répondre à cette question est délicat et difficile, parce que bien sûr, ça touche le personnel. Alors, je crois d'abord, commençons par toujours la fin en tête, je crois qu'il faut, dans un couple, qu'il y ait un consensus sur l'objectif fondamental, où voulons-nous aller. Et je crois qu'il faut que ça soit partagé. Et qu'il y ait d'emblée un consensus sur nous voulons faire ça, et nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Moi, j'ai eu la chance de partager ce consensus avec mon épouse et qui a accepté toutes les contraintes d'horaire, de voyage, de peu de vacances, etc. Elle l'a accepté, tout en prenant en charge une grande partie donc d'éducation des enfants et tout ce qui est dans un couple. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile, mais il faut avoir un consensus clair. Voilà. J'ai appris dans ma vie professionnelle que lorsque on arrivait à un consensus un peu alambiqué, un peu trafiqué, ça ne marchait pas. Et à un moment donné, c'était la raison principale d'un échec. Donc il faut que le consensus soit clair dès le départ, si on ne veut pas avoir l'échec dans le couple. Mais bien sûr, ça n'empêchait pas qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des difficultés. Il faut partir sur un consensus clair. Voilà ma réponse. Un très grand merci, professeur, pour cet entretien pour l'ENC et pour tout l'héritage que vous nous laissez avec Pasteur, avec le PCR et avec cette méthode. Ce qui double votre mérite, c'est que vous avez su pérenniser votre œuvre après votre départ. Vous avez solidifié les structures, vous avez choisi les bonnes personnes, notamment le docteur Fajadeh, et vous avez formé les futurs formateurs. Bref, c'est votre phrase, on doit travailler pour nos successeurs. Exactement. Nous sommes un maillon d'une chaîne, et c'est pour moi une grande fierté, dans ma vie professionnelle, de voir cette équipe de pasteurs dans le domaine cardiovasculaire, qui est extraordinaire, et qui maintiennent le niveau d'excellence, et même qui ont dépassé, bien entendu, notre niveau d'excellence. Et il a de même au niveau de toute cette famille PCR. Je suis très fier quand je vois qu'ils vont au-delà et qu'ils ont dépassé ce que pouvaient être mes espérances. Merci beaucoup, professeur. C'est un grand honneur de vous recevoir, mais également, je suis très, très heureux de voir ce que vous faites, ce que vous construisez avec l'ENC, parce qu'il y a un réel besoin dans la formation médicale continue post-universitaire. Merci beaucoup.